On va faire une petite heure de balisage avec Markdown et éventuellement avec Quarto. Les notes sont dans la page de l'événement. C'est en dessous de la description de l'événement avec la biographie, etc. Ça commence en dessous de la barre horizontale. Il y avait même l'hyperlien matériel en ligne dans le canal Slack. La raison d'être de cette formation-là, probablement que vous en avez une vous-même, mais c'est pour vous montrer un outil qui vous permet de générer des documents à partir d'un fichier texte où vous vous concentrez beaucoup plus sur le contenu que sur l'apparence finale, et même qu'à partir d'un même code de texte, vous pourrez générer différents types de documents. Bon, habituellement, on se concentre sur un seul type de document vu qu'il y a l'entête de votre fichier texte qui sera à éditer, mais on va voir ça bientôt. Avant de vous amener à Quarto, je veux faire soit un rappel ou une introduction avec les langages de balisage. Les langages de balisage, c'est ce qui nous permet de contrôler le formatage d'un document de texte, ou sinon, c'est ce qui nous permet de structurer un texte et d'appliquer certains styles, que ce soit, OK, ça va être une ligne de titre, ça va être un paragraphe, ça va être un tableau. On vient de sortir pour certains d'entre nous d'un atelier d'extraction d'informations de pages HTML. C'était l'atelier de moissonnage avec le langage R. Mais là, on va faire un peu comme l'inverse, si vous voulez. On va partir d'un code source qui est écrit en texte, mais avec quelques petites balises qui vont régénérer soit du HTML, soit des PDF ou des présentations dans d'autres formats, et ça peut même générer des documents Word ou des présentations PowerPoint. Un langage de balisage, ça nous permet d'entourer des éléments de texte avec des concepts qui sont propres au document final. Par exemple, en LaTeX, on a le type de document qui est défini dans le code de notre texte à la source du document final. On peut définir un titre comme si c'était une variable. Définir l'auteur, bon, il y a des modules qui peuvent s'intégrer à même la compilation de notre document. Le document, on peut dire, ça commence à telle ligne, ça se termine à telle ligne. Et tout ça, il faut voir ça comme un code source pour compiler un document final. Et c'est pendant la compilation qu'il va se dire parfait, je sais c'est quoi le titre principal du document, je vais aller le mettre au début du document, au centre, avec telle grosseur de texte. Et ça, c'est le compilateur LaTeX qui fait ça. Il va avoir la même chose avec le nom de l'auteur. Il va aller placer le nom de l'auteur en dessous du titre parce qu'il connaît la logique du fonctionnement d'un titre et de l'auteur dans le type de document que l'on veut générer et qui est un article. Ici, les balises, bon, c'est essentiellement des appels de fonctions dans LaTeX, mais dans le code HTML, c'est vraiment comme du XML, ce sont des balises qui sont avant et après un certain contenu. Et on a dans le code HTML le concept d'entête et de corps de document. On a le titre qui existe comme concept dans une page HTML. Il existe apparemment des balises adresses qui vont se formater d'une certaine manière dans la compilation du navigateur du code HTML pour l'afficher avec un certain style dans votre navigateur. Même chose pour le input. Et après ça, vous avez la section et le texte. À toute fin pratique, les deux exemples affichent le même genre d'informations, mais c'est encodé différemment en arrière. Dans un cas, c'est du LaTeX et l'autre, c'est du HTML. Et l'idée, c'est est-ce qu'on est capable de compiler ça dans le format qui nous intéresse, que ce soit une page web ou, bon, ici, c'est directement du web, là, mais de créer un PDF, par exemple. Ça, c'est bien beau, ces langages-là, mais déjà, on voit que c'est assez verbeux
comme balise. C'est vraiment lourd. Ça crée une lourdeur. On dirait que ça vient nous déconcentrer sur le texte qu'il y a à lire. Et c'est là qu'avec les années, il y a eu des gens qui ont essayé de réduire la taille des balises pour qu'on ait quelque chose un petit peu plus propre, mais qui peut quand même être interprété pour faire des beaux documents avec des sections, des titres, des tables, etc. Et c'est là qu'arrive Markdown. Un Markdown, bon, c'est un calembour avec markup, parce qu'en anglais, le balisage, ça s'appelle du markup. Et un type de balisage, ben, c'est Markdown au lieu de up, c'est down. Bon, en fait, c'est ça. Ça date de 2004 et c'est un ensemble de règles relativement simples. Si je clique sur le lien, ça m'amène sur Wikipédia. Et là, vous avez déjà quelques exemples. Au lieu à droite d'avoir du HTML avec les balises d'ouverture et de fermeture, eh bien, c'est une toute autre syntaxe, mais qui est vraiment beaucoup plus facile à lire. Exemple, dièse simple, ça va être un titre de niveau 1. Dièse double, ça va être un titre de niveau 2. Et on voit qu'il y a à peu près juste ça, parce qu'un paragraphe, c'est un ensemble de lignes de texte qui sont collées dans votre code de source. Et pour changer de paragraphe, c'est une ligne vide, ce qui nous donne un code source très lisible, mais qui va quand même générer la bonne chose à la fin avec des vrais paragraphes en HTML ou autre chose en format PDF. Le Markdown, surprise, surprise, c'est ça qui est un peu derrière ce qu'on peut utiliser dans Slack. Dans Slack, on peut faire des paragraphes en laissant une ligne vide. Même les hyperliens utilisent le même genre de syntaxe dans Slack. Il y a la même chose qui peut se produire dans GitHub. Si vous utilisez GitHub, il y a un Markdown, bon, un petit peu à la saveur GitHub, là, mais c'est quand même très proche. Vous pouvez vous faire des fichiers .md et GitHub va les afficher de façon formatée, plutôt que simplement vous afficher le code derrière. Ça vous permet d'avoir une version un peu plus agréable à regarder. Et puis, la page que je vous montre présentement, elle, non seulement c'est du Markdown, mais c'est la version étendue compatible avec Quarto qui a servi à générer la page que je vous montre présentement. Et en arrière de ça, bon, je pourrais vous le montrer, là. Oui, je suis dans le bon projet. Quarto FR. J'ai mon QMD qui est ici. Ça, oups, c'est le code Quarto qui est derrière le site web de notre école hivernale. Bon, ce ne sont pas toutes les pages qui sont en Quarto, mais la page même, bon, je vais rajouter ça, la page même de Quarto en version française est écrite en Markdown, étendu, compatible avec Quarto. Ce qui vous donne une idée de la puissance de ce petit langage-là. La syntaxe de base, bon, j'ai cliqué sur le lien, c'était fait pour la génération de pages HTML. C'est quelqu'un qui voulait se générer facilement des pages HTML à partir d'un code très simple. Et c'était ça le but initial de Markdown. Mais avec le temps, l'outil s'est généralisé et on peut maintenant créer toutes sortes de choses à partir d'un code Markdown. Il y a un guide en ligne ici qui est un lien de la page web qui vous donne différents éléments de base de la syntaxe Markdown. Il y a les titres de section. Bon, il y a une version différente. Il y a même des bonnes pratiques qui vous sont suggérées. Comment gérer les paragraphes? Comme je vous disais, c'était la ligne vide. D'ailleurs, le code source derrière ma page Quarto ici, je me suis arrangé pour que les paragraphes n'aient pas plus que 80 caractères de long dans le code source. Mais une fois compilé, ça me donne des beaux paragraphes continus. La raison du 80 caractères, c'est que ça devient plus facile visualiser les différences quand je pousse mes modifications sur GitHub
pour vérifier que je n'ai pas introduit du texte bizarre. Et ça m'évite en plus, si j'ai un très long paragraphe, mais que je change un caractère, au lieu d'afficher une très grosse différence dans mon terminal, il va m'afficher seulement une ligne de différence parce que je vais avoir découpé mon gros paragraphe en ligne de 80 caractères ou moins. Bon, je ne vous montrerai pas tout ça. Je vais vous en montrer d'autres exemples un peu plus intéressants que ce qu'il y a dans la documentation. Ce que je veux vous montrer par rapport à Markdown, c'est qu'il y a maintenant un logiciel qui s'appelle Pandoc. Et Pandoc, il faut voir ça comme une espèce de, bon, pas une boîte noire, mais c'est quasiment ça le logo. Vous voyez le robot là, qui prend à peu près n'importe quel document en entrée et qui va générer à peu près n'importe quel document en sortie. Vous avez la liste ici détaillée de qu'est-ce qu'il est capable de prendre en entrée et en sortie. Et vous avez à la droite, ça a l'air de rien, mais c'est le graphe biparti qui vous montre qu'est-ce qu'il est capable de prendre en entrée et qu'est-ce qu'il est capable de générer en sortie. Ce qui fait que Pandoc est capable de prendre, bon, fichier CSV, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut faire avec ça, mais par exemple un docx, extraire l'information et aller générer, par exemple, un fichier HTML. Que Pandoc, c'est assez puissant. Et là, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que ça vient faire, Pandoc, dans toute l'histoire? Nous, on est venus pour une formation Quarto. Je vais quand même vous montrer la petite image tout de suite. Je vais remonter par la suite. Le langage Quarto, ça donne un fichier QMD qu'on va se créer. Selon ce qu'on utilise pour... est-ce qu'on utilise Julia pour produire notre document ou est-ce qu'on utilise R ou Python? Ça va être soit Jupyter pour Julia et Python, ou sinon, ça va être Knetr pour le langage R. Ça va transformer notre QMD en fichier Markdown. Ce Markdown-là, ça reste quand même un Markdown étendu qui a plus que les éléments de syntaxe de base du Markdown d'origine. Et ce Markdown étendu-là, on va le soumettre à Pandoc et c'est Pandoc qui va générer le document final. Mais je vais y revenir. En bas, on a un exemple des éléments de syntaxe supplémentaires de Pandoc. Essentiellement, on a une en-tête qui donne nos informations pour notre document et ça suit en haut la syntaxe YAML, YAML pour Yet Another Markup Language. Mais ça nous permet de définir le titre, l'auteur, la date et il y a aussi moyen de rajouter d'autres éléments dans notre en-tête pour dire comment compiler le document et il y a aussi d'autres options lors de l'exécution de certains bouts de code. Je ne sais pas s'il y avait des questions jusqu'à présent. Mais grosso modo, ce qu'il y avait dans ce paragraphe-là, c'est un peu ce que j'ai raconté en montrant le dessin tout à l'heure, c'est que le Markdown de base a été conçu pour être simple, pour pas qu'il y ait trop d'éléments de distraction dans notre texte, mais parce que c'est simple, ça ne peut pas tout faire. Et nous, ce qu'on veut faire dans nos documents scientifiques, on veut rajouter des figures, des tables, des légendes, des équations mathématiques. Et là, en LaTeX, ça se fait super bien, mais on voudrait pouvoir utiliser la puissance de LaTeX. Et puis, il y a des citations, des blocs de métadonnées. Les blocs de métadonnées, c'est ce qu'on a en haut. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un Markdown plus étendu. Et c'est ce que Pandoc nous permet de compiler pour générer après ça nos documents, que ce soit un article, un site web ou des présentations. Bon, la programmation lettrée, la façon dont on l'explique dans ce paragraphe-là, c'est un peu le style des notebooks dans Jupyter Notebook ou du R Markdown qui est intégré à RStudio. C'est-à-dire que vous avez un mélange de blocs de code. Après ça, vous avez des explications en texte avec un certain formatage. Après ça, vous avez une autre cellule de blocs de code. L'idée de la programmation lettrée, c'est d'introduire davantage de contenu lisible par un être humain
plutôt que d'avoir uniquement du code qu'il faut vraiment se concentrer pour lire, puis finalement, ce n'est pas très attrayant. Bon, c'est un concept. On ne l'applique pas pleinement avec les notebooks, mais c'est que c'est un concept un peu spécial. Quarto, je vais donc vous rappeler à nouveau ce que j'avais décrit tout à l'heure. Les fichiers Quarto doivent être appelés avec l'extension QMD parce qu'on ne veut pas qu'ils soient compilés comme les fichiers Markdown réguliers. Ensuite, soit Jupyter, soit Knitr vont générer un fichier Markdown qui va être transformé par Pandoc. Et c'est dans l'entête, là où on a le titre, l'auteur et la date, qu'on va déterminer quel est le type de document final que l'on veut avoir. Il y a plusieurs choix. Je vous réfère à la documentation si vous voulez avoir la liste complète, mais je pense que j'en avais déjà une liste dans les notes de cours, justement. Si vous programmez en R, vous pouvez utiliser Quarto directement à partir de RStudio. Et puis, si vous programmez en Julia et Python, vous pouvez utiliser Jupyter pour éditer votre Quarto. Ce qui veut dire que dans les blocs de texte, ça peut être du Markdown de type Quarto pour générer du texte formaté. Et sinon, le fonctionnement de Quarto à partir de Jupyter, c'est qu'au lieu d'avoir un fichier QMD à côté, c'est directement dans le notebook qui va générer du Markdown envoyé en Pandoc. Et là, ça va éventuellement s'afficher dans votre notebook Jupyter. Nous, on va quand même y aller très simplement. Très simplement, ça dépend pour qui, là, mais on va y aller avec la version de base la plus générique, c'est-à-dire qu'on va partir d'un terminal, on va appeler les lignes de commande qui vont générer pour nous le document et on va avoir notre éditeur de texte d'un côté, le navigateur web de l'autre ou encore notre visionneur de PDF pour voir qu'est-ce que ça donne à la fin. Les langages de programmation et formats pris en charge, bon, j'avais mentionné Julia, Python, R, mais si vous faites du Observable JavaScript, c'est supporté, mais ces 4 langages-là, la différence par rapport à tous les autres qui sont en dessous ici, c'est qu'eux sont capables de traiter des cellules de code, de les exécuter et d'afficher dans le document final le résultat de ces cellules de code-là. Si vous mettez du C++, il va vous faire une coloration syntaxique, mais il ne va pas exécuter le code C++. Mais pour Julia, Python, R et le fameux JavaScript, eux autres vont pouvoir être exécutés et on va pouvoir voir le résultat à la suite. Les types de documents, bon, on a Beamer. Beamer, ce sont des diapositives faites à partir de LaTeX. Pandoc est capable de nous créer du GitHub Markdown, c'est-à-dire c'est un Markdown compatible avec ce que GitHub est capable de prendre, parce que ce ne sont pas toutes les syntaxes qui sont disponibles et compatibles dans GitHub. C'est capable de nous générer du HTML, c'est capable de nous générer un notebook Jupyter, c'est capable de nous générer des PowerPoint, des fichiers Word, c'est capable de nous générer des documents de OpenOffice. En fait, je devrais mettre LibreOffice ici finalement. Des PDF, et c'est capable de nous générer du HTML à la source reveal.js qui nous donne l'équivalent d'une espèce de présentation web à même une page Internet. En termes d'installation, je souhaite que vous l'aviez déjà fait d'avance. Bon, il y avait de télécharger Quarto ici pour l'installer. Après ça, ça vous prenait ou bien Julia, Python ou R sur votre ordinateur. Et si vous vouliez faire des PDF, la façon d'installer Tech, c'était via la commande Quarto install TinyTech. C'est une commande qui est assez longue. Je ne la ferai pas en temps réel parce que justement, moi, je pense que ça avait pris un bon 15 minutes. Et puis, j'ai quand même un SSD dans l'ordinateur, donc c'est quand même assez long.
mais ça vaut la peine. Si votre objectif, c'est de générer des articles ou même votre thèse de maîtrise ou doctorat en LaTeX, l'installer une fois pour avoir tous les modules tech disponibles, ça vaut la peine. En fait, le TinyText, ce n'est pas tous les modules tech, mais il y en a déjà une bonne quantité. Quarto avec Julia, ça, ce sont les instructions si vous voulez programmer avec Julia. Quarto avec Python, même chose. Ce sont les instructions qui vous indiquent, bon, vous devez installer Jupyter. Et puis, Quarto avec R, c'est dans votre interpréteur de langage R qu'il faut appeler Install Packages avec R Markdown. Et rendu avec ça, vous devriez pouvoir générer les documents. Et pourquoi ça vous prend Julia, Python ou R? C'est que dans l'entête du fichier, je vais descendre un petit peu plus loin pour vous montrer quelque chose. Éventuellement, si les blocs de code dans votre document final, ce sont des codes en Python, il faut qu'ils soient capables de compiler ces blocs de code-là. Et c'est pour ça que ça prend Jupyter pour Python et Julia. Mais par défaut, étant donné que Quarto est un produit dérivé de R et RStudio, en fait, c'est comme la même famille, le langage R, lui, il est quand même supporté de base. Et si vous avez des blocs de code R dans votre document texte, il va être en mesure de les exécuter, mais ça vous prend quand même le package R Markdown. OK. Est-ce qu'il y avait des questions? Essentiellement, c'est Quarto avec soit Python, Julia ou R. Et là, quand vous avez un de ces trois-là, il y a un package à installer à côté pour que ça puisse compiler les blocs de code dans vos documents. Mais la suite, ça consiste vraiment à se pratiquer. En tête de fichier, c'est écrit en YAML pour Yet Another Markup Language. Ça nous permet de décrire le fichier. Le YAML, ça part du triple tiret en haut et ça se termine au triple tiret. Et entre les deux, ce sont des constantes qui sont définies. On a le titre, on a l'auteur et on a le format final qui nous intéresse. On aurait pu mettre un PDF, on aurait pu mettre autre chose ici, mais cet exemple-là, c'est un fichier HTML. OK, je pense qu'on a assez lu des choses, c'est le temps d'expérimenter. Je vais ouvrir mon MOBA Extern. OK, bon, peu importe où on est, moi je vais aller me placer dans un dossier qui fait mon affaire. Making HPC. Voilà. Bon, peu importe ce qu'il y a là-dedans, ça provient des autres formations. Je vais essayer de faire un clear pour être en haut complètement. Je suis dans un terminal. Le terminal que j'ai devant moi, c'est quand même un terminal style Unix. Si vous n'avez pas de terminal pour l'instant, ça va. Vous pouvez vous créer des fichiers texte, des fichiers QMD dans n'importe quel éditeur texte, mais dites-vous que Word, ce n'est pas nécessairement un éditeur texte au sens où moi je l'entends présentement. Ça prend quelque chose comme Notebook ou Notepad ou Notepad++. Est-ce que je l'avais, Notepad++? Oui, j'ai un Notepad++ aussi qui me permet d'éditer un texte, mais je vais utiliser Nano qui est intégré. J'espère qu'il est intégré. Ah, il ne l'a pas trouvé. Bon. Dans ce cas-là, je vais me prendre mon Notepad++. Ça va aller mieux de même. Voilà, il est ici. Sauf qu'en termes d'affichage, zoom. OK. Du texte. Non, contrôle, comme ça. OK. Ce que le site web nous disait de mettre, c'était pas la bonne fenêtre, c'était celle-ci.
Je vais faire un copier-coller de ce texte-là. Dans mon fichier texte. Et là, je fais mon CTRL-S pour sauvegarder. Je vais aller le mettre dans mon dossier. Il n'a pas aimé ça. Document. Mettez-le dans le dossier qui vous intéresse de votre côté. L'important, c'est de le retrouver à partir du terminal par la suite. Je vais l'appeler test.qmd. Donc là, ça s'affiche test.qmd. Ici, je fais mon ls. J'ai mon test.qmd ici. Je reviens dans ma page web. Si je fais ensuite... je ne vous ai même pas montré les commandes à utiliser. OK, on va y revenir aux commandes. Là, je me suis créé un premier fichier. Ça va être correct. On va voir qu'est-ce que ça donne par la suite. Si je veux générer un fichier avec une table des matières ou des styles personnalisés, le petit HTML que j'avais, je le redescends, mais ça reste quand même un attribut enfant de format. Et HTML va avoir d'autres sous-attributs, c'est-à-dire TOC comme Table of Contents. En mettant la valeur vraie, ça va activer une table des matières. D'ailleurs, dans la page actuelle, si vous remontez en haut complètement, il y a la table des matières de notre matériel. Et puis CSS, c'est pour inclure des fichiers CSS, si vous en avez, pour que le fichier HTML final ait tous les styles que vous aurez définis. Un fichier MS Word, au lieu d'avoir un format HTML, ça va être un format docx. Et si vous avez du code en Python, il va falloir fournir l'attribut Jupyter avec la commande que vous taperiez sur la ligne de commande de votre terminal pour exécuter un fichier Python. Parce qu'à la compilation, lui, le compilateur Pandoc doit savoir quel exécutable appeler pour les blocs de code Python. Un document, Reveal.js avec du Julia et plein d'autres options, ça peut quand même aller assez loin la configuration de vos documents. On a le titre, le sous-titre, l'institution, la date. L'attribut d'exécution, c'est pour configurer la compilation pour savoir quoi faire si jamais il y a une erreur. Et les erreurs en question, ça peut être une erreur d'exécution de votre code Julia. S'il y a une erreur, qu'est-ce qui se fait? Eh bien, dans ce cas-ci, true, ça va quand même continuer. Au lieu de faire une erreur de compilation, il va simplement afficher le code d'erreur dans le document final et poursuivre la génération de votre document. Echo, c'est pour s'assurer que tout de base, toutes les exécutions vont afficher le résultat final dans... non, en fait, c'est le code va être affiché par défaut. C'est bien ça. Le format, Reveal.js, ça nous donne des espèces de diapositives dans votre navigateur web. Il y a toutes sortes de styles, toutes sortes d'options. Je vous réfère au guide de Quarto, le lien qui est ici en dessous. Ça vous amène à une page de documentation qui vous mène après ça à d'autres pages d'explication. Par exemple, au centre, en dessous de Computations, il y a Parameters. C'est là que vous avez plein d'autres options, mais il y a d'autres pages précédentes qui vous montraient, exemple, les codes d'exécution, quoi faire avec ça. Par exemple, le code d'erreur, qu'est-ce qui va se passer si vous mettez vrai ou si vous mettez faux avec ça. Les sections de texte, parce que là, jusqu'à présent, je vous ai montré l'entête des fichiers Quarto, mais en dessous de l'entête, ça va être le Markdown étendu de Pandoc. Et c'est là qu'on a vraiment le Markdown avec les exemples que je vous montre présentement. Ce qui fait que dans le fichier QMD, ça commence par l'entête et après ça, on a le document. Bloc de code. Si jamais vous voulez mettre un bloc de code un peu comme dans un notebook Jupyter,
Ça commence par les 3 accents graves et ça va se terminer avec les 3 accents graves. Typiquement, votre clavier, vous tapez 6 fois dessus et ça vient par paire avec mon clavier français. Si vous avez un clavier anglais, c'est 6 fois pareil, mais il va s'afficher un à la fois. La syntaxe qui est ici, que j'ai sélectionnée, c'est-à-dire accolade.langage accolade. Les accolades servent à déterminer le langage. À la place de langage, ça va être vraiment R en minuscule, ou sinon ça va être Python, ou sinon ça va être Julia. Et le petit point, son rôle à lui, c'est de dire le bloc de code, il faut l'afficher avec la coloration syntaxique, mais il ne faut pas l'exécuter. À la différence qu'ici, on a le type de code, on va avoir un bloc de code, et ce bloc de code-là va être exécuté à la compilation. Ce ne sera pas interactif comme dans un notebook Jupyter, par exemple. Vous ne pourrez pas faire l'exécution dans la page web, mais vous allez voir le bloc de code et le résultat en dessous. Et puis, il y a moyen de rajouter des options concernant l'exécution de votre bloc de code, l'exécution et l'affichage. Et ça commence par dièse, barre verticale, une option, 2 points, une valeur. On va voir des exemples tout à l'heure. Mais pour rendre les choses plus interactives, on arrive enfin aux commandes Quarto à exécuter sur la ligne de commande. La première commande, c'est Quarto avec la sous-commande render. Et après ça, on a le nom de notre fichier QMD. Cette commande-là, c'est à utiliser quand vous avez déjà votre code QMD prêt à générer un document final et que vous voulez uniquement générer le document final et ça finit là. Tout est beau, tout est fini. La deuxième commande, le Quarto Preview, c'est la commande qu'on utilise souvent pour le développement de notre fichier QMD. Le Quarto Preview va démarrer la compilation. Elle va aussi démarrer une vue sur votre navigateur web. Et si vous faites des changements dans votre fichier texte, le Quarto Preview va aller mettre à jour la page web pas longtemps après. Tandis que le render, eh bien, ça modifie la page web, mais là, il faut la rafraîchir manuellement. Et je pense que j'avais eu des petits comportements étranges avec ça, mais le Quarto Preview, c'est vraiment la meilleure chose que je vous recommande d'utiliser pour développer. Tout à l'heure, j'avais commencé à créer un test QMD. Bon, là, je l'avais fait avec un HTML, mais on va pouvoir faire le test avec Reveal.js. Je reviens dans mon terminal. Et la commande qui était suggérée, c'était Quarto Preview Test QMD. On va le faire. On se rappelle que dans mon Notebook++, Notepad++, j'avais mon titre, mon nom en format HTML. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre texte. C'est vraiment un fichier QMD très minimaliste, mais on va voir qu'est-ce que ça donne. J'appelle mon Quarto Preview parce que je veux pouvoir éditer mon fichier texte et voir le résultat. Et je vais indiquer mon test QMD comme deuxième paramètre. Ça, là, je vous le montre à la ligne de commande. Évidemment, quand moi, j'ai travaillé sur la page web des notes de l'atelier, j'ai utilisé VS Code à la place. Et dans VS Code, j'ai installé un module Quarto qui était capable de faire par lui-même la compilation du fichier QMD et il était capable de me l'afficher à même un onglet dans VS Code. Ce qui revient à dire qu'il y a des outils peut-être un peu plus performants et conviviaux pour éditer les fichiers QMD et les compiler. Je lance ma compilation. Vous voyez, ça a démarré Pandoc.
Et là, probablement que parce que je suis dans MobileXterm, il n'a pas été capable d'ouvrir un onglet automatiquement dans mon navigateur web, mais je l'avais essayé dans mon autre terminal qui s'appelle R pour Windows. Ce qui veut dire que si vous avez pas R pour Windows, c'est Git for Windows. Git for Windows. For Windows. C'est un autre genre de terminal qui peut ouvrir, en fait, émuler un terminal Unix sous Windows. Et là, vous avez Nano, vous avez SSH, vous avez Git. Vous êtes capable de lancer les commandes Unix comme je viens de faire. Et là, je suis surpris parce que, OK, il est allé ouvrir mon localhost à 5581, ou sinon, c'est peut-être moi, sans m'en rendre compte, que j'ai été mettre l'adresse. Mais mon document qui est ici, en format purement texte, ça a généré ceci en format HTML. Je vais enlever le plein écran. Donc, c'est déjà un bon début. Le prochain exemple, je vais essayer titre accrocheur avec format GS. Je fais mon copier-coller, je m'en vais dans mon document ici. CTRL-V. Je sauvegarde. Si je vais dans mon quarto, normalement, il devrait avoir détecté. Vous voyez, il y a une compilation Pandoc qui se fait au départ. J'en avais une tout à l'heure, mais là, il en a fait une deuxième parce que le Quarto Preview a détecté que j'ai changé mon fichier .qmd. Et grâce à ça, si je retourne à ma fenêtre ici, mon titre accrocheur est là. Bon, on n'a pas un reveal.js qui est très intéressant parce que je n'ai pas plusieurs pages, mais on va voir plus tard un exemple où on a vraiment plusieurs pages. Mais si je fais le bouton droit pour le code source derrière, il y a vraiment plein de choses qui ont été compilées pour générer cette page-là. Et tout ça est parti d'une petite en-tête. La suite. En fait, là, on a vu pas mal, puis le temps passe très vite malgré tout. On a vu la base de la structure du fichier QMD, c'est une en-tête avec les informations, puis après ça, c'est du Markdown compatible Pandoc. Dans les exemples complets, si je vous montre, il y a le texte en caractère gras, en réalité, c'est comme un bouton qui affiche le code en dessous. Cet exemple-là, c'est avec Reveal.js. On a l'en-tête qui dit, je vais avoir Reveal.js. On a un premier titre de section. Et là, ce qui est un peu spécial, c'est qu'il faut débuter à partir du double dièse pour avoir les sections. Le dièse simple, c'est l'équivalent du titre global avec Reveal.js. Bon. Ah non, apparemment que ça, ce sont les sections et le dièse simple, c'est pour les titres de chapitres. Parfait. On a des exemples de texte formaté. Le texte formaté avec une étoile à gauche à droite, c'est pour italique. 2 étoiles à gauche à droite, c'est en caractère gras. Et si vous voulez souligner, vous mettez votre texte à souligner entre crochets et vous appliquez un décorateur .underline pour souligner le texte. Pour les exposants, c'est le point, le symbole de circonflexe avec le 2. Les indices, ce sont les caractères tilde. Et pour barrer du texte, ce sont 2 caractères tilde à gauche et à droite. Une citation, c'est le chevron. Bon, il y a les colonnes. Ici, on commence une zone avec différentes colonnes. Et vous voyez, c'est quadruple
2 points, ce qui veut dire que le prochain quadruple 2 points, ça termine la zone où il y a 2 colonnes. On peut définir un pourcentage de largeur avec un certain contenu, un pourcentage de largeur pour un autre type de contenu. On va voir bientôt le résultat. Une liste animée, qu'est-ce que ça veut dire? Le point incrémental, c'est quand vous avez dans PowerPoint une diapositive qui affiche un point à la fois, ça va faire exactement ça. On a notre liste de points dans notre diapositive et chacun des items va s'afficher un à la fois. Liste statique, ça c'est quand tous les points s'affichent d'un coup. Il n'y a pas vraiment de règles sur les symboles. Le choix des symboles final, c'est vraiment géré par Pandoc. Et l'important, c'est d'avoir une espèce de cohérence dans votre code. Si pour le premier niveau, vous avez utilisé des étoiles, il faut utiliser des étoiles. Après ça, deuxième niveau, que ce soit un plus ou un moins, mais il faut au moins que ce soit cohérent dans votre liste. Ensuite, des listes ordonnées, ce sont des listes numériques avec 1 point, 2 points, 3 points. Et après ça, si vous avez des sous-items, il faut compter une indentation de 4 espaces. Et c'est là qu'on peut utiliser A, parenthèse, B, parenthèse, etc. Pour les images, ça commence par un point d'exclamation. Vous avez peut-être déjà vu ça dans les notebooks Jupyter, c'est à peu près la même chose. On a le texte de notre image. Souvent, en HTML, c'est très recommandé d'avoir du texte qui représente l'image au cas où il y a des personnes aveugles qui voudraient passer la souris, avoir une description de l'image, mais ça, c'est l'équivalent. Et entre parenthèses, on fournit le chemin vers l'image à afficher. Les tables, c'est une combinaison de barres verticales pour séparer les colonnes. En deuxième ligne, on a les tirets pour dire c'est la ligne qui sépare l'entête des autres lignes en dessous. Et après ça, on a nos valeurs. Un call-out note, ça c'est un style qui s'insère dans notre diapositive pour que ce soit une note. On va voir le résultat tout à l'heure. C'est du texte qui va être disposé dans une certaine place et avec un style différent. Et puis, finalement, on a un exemple d'équation LaTeX. Ça commence par 2 signes de dollars et on a 2 signes de dollars à la fin. Et entre les deux, c'est vraiment du code purement LaTeX. Si vous savez faire vos équations avec les balises LaTeX, vous allez pouvoir l'utiliser dans ce document-là qui est en QMD et ça va être compilé par Pandoc pour générer le document final. Si j'affiche le document pré-compilé, on se rappelle que c'était l'exemple Reveal.js. Nous, on avait utilisé vraiment un fichier très minimaliste, mais on peut voir qu'on peut avoir quelque chose de vraiment plus élégant. En bas à gauche, j'ai mon menu avec les 3 barres. Et qu'est-ce qu'on a ici dans notre menu? Ça, c'est vraiment le rendu final. On a le titre, la première section, la nouvelle diapositive, etc. Mais tout ça, ça correspond à nos titres de section qu'on a définis dans notre texte. Par exemple, liste ordonnée, je peux cliquer sur liste ordonnée et ça m'amène ici. On se rappelle que j'avais fait A parenthèse. Bon, lui, il a décidé de faire A point parce que c'est comme ça qu'il l'a compilé. Bon, si je vous montre à peu près qu'est-ce que ça donne, les sections, c'est avec un double... les sections correspondent à une diapositive, mais si j'utilise le dièse simple, ça me crée une diapositive avec un titre au centre, un peu comme si on changeait de chapitre dans notre présentation. Une nouvelle diapositive sans titre peut être créée avec le triple tiret. Celui-là, je ne l'avais pas mentionné, ça se trouve à être ici. Le triple tiret qui est ici, c'est un peu comme si j'avais un double dièse, mais pas de texte. Ça crée une diapositive sans titre.
Donc, tout ce code-là, ça correspond à cette diapositive-là. Si on l'a vu, texte formaté, je vous avais montré le code. La citation, ça, c'était avec notre chevron. Les colonnes, celle à gauche, c'était 30 puis celle à droite, c'est 70 Les listes animées, ça, c'est celles que les items apparaissent un à la fois. Et tout ça, présentement, ce qui s'affiche devant moi, c'est du code HTML avec du JavaScript, tout programmé par Pandoc. Ça, c'est les listes statiques, les listes ordonnées. L'image, ça, c'était le point d'exclamation avec le texte. Compilation via Jupyter, ça, c'était mon texte. Et l'image qui était le chemin entre parenthèses. On a la table, on a comment mettre une note à côté, et on a le résultat de notre équation LaTeX avec les fameuses fontes que LaTeX utilise pour ces équations. Donc ça, c'était l'exemple Reveal.js. Il reste vraiment plus beaucoup de temps, mais essentiellement, si je vous montre vite le code, parce que ça se répète quand même beaucoup, pour générer des PDF, ça vous prend absolument le TinyText, comme je vous avais montré. Pour le PDF, c'est à peu près le même genre d'entête, excepté qu'on a PDF 2 points. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la table des matières en plus de ça. Après ça, on a les chapitres, les sections. On a à peu près la même chose. C'est essentiellement le même code, mais qui va donner un résultat différent à la fin, vu que ça va être compilé à la méthode LaTeX. Ça, on avait déjà tout vu ça, oui. C'est presque le même exemple que précédemment, mais au lieu d'avoir un site web en reveal.js, on obtient notre PDF avec la fonte typique des documents LaTeX. On a notre table des matières, vu qu'on avait rajouté au début ici toc égale à true. Ça nous a permis d'avoir la table des matières et on a tous les éléments par la suite. Ce qui fait qu'à part l'équation LaTeX, vous n'avez pas nécessairement à apprendre à coder en LaTeX. Vous pourriez apprendre à coder simplement en Quarto et faire la compilation après ça, Quarto Render, et ça va vous générer un PDF. Des blocs de code R, si je vous affiche ceci, bon, les premières sections sont pareilles. Là où ça change, bon, les références croisées, c'est une chose, mais là où ça change, c'est qu'on a des blocs de code. Ici, on a un petit R, pas de point. Ça veut dire que le code va être exécuté à la compilation et on va avoir le résultat qui va s'afficher en dessous, qui va donner 5. Aside, c'est pour avoir un commentaire en retrait. Point R, ça veut dire que le code ne sera pas exécuté. Des fois, vous voulez simplement avoir un bloc de code avec la coloration syntaxique. Et puis d'autres fois, vous voulez que ce soit exécuté, mais le echo false va faire en sorte que le code même ne sera pas affiché, mais seule la sortie va être affichée. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire. Ça, c'est la note qui est en retrait, qui est une autre façon d'afficher des notes. Au lieu d'avoir un encadré à même le document, c'est comme à côté. Qu'est-ce qu'on a? OK. Le code est exécuté. Ça, c'était notre accolade R accolade. On avait 5. Le code ne sera pas exécuté. Ça, c'était notre accolade.r. Et ici, c'est vraiment notre bloc avec accolade R accolade, mais le écho est à false. Si je remonte ici, le écho est à false, ce qui donne qu'on a uniquement le résultat, mais on n'a pas toute la poutine de calcul qui vient avant. Des fois, ça peut être pratique. Bon, ce qui est pratique, c'est qu'avec ça, vu qu'on a notre interpréteur R, on peut s'amuser à faire n'importe quel code R, ce qui fait qu'on peut avoir notre graphique sur les autos, en incluant, bon, tout d'abord les données, puis après ça, on fait afficher le graphique. Les options d'affichage,
Ah oui, on peut rajouter un titre de figure sous le graphique. Je reviens, c'est un peu étrange, mais grosso modo, il y a moyen de définir dans l'entête de notre bloc de code ce qu'on veut avoir autour de notre figure dans le document final. On pourrait utiliser vraiment les vrais titres et les vrais trucs de légende de ggplot, mais il y a aussi moyen de le faire avec des éléments qui sont autour de notre figure. Bon, ça, c'est vraiment du code R. Et puis, ce truc-ci, c'est une note de bas de page. Pour installer R, bon, il faudrait faire ceci. Ce n'est pas exécuté. Vous voyez le point, ce n'est pas exécuté, mais ça sert à afficher du code. Donc ça, c'était pour R sous la forme HTML. Ça nous permettait de créer des figures. C'est un peu comme si on avait un document notebook qui était déjà pré-exécuté d'avance et ça donne un document statique. Le dernier exemple qu'il y a en bas, c'est un exemple Beamer. Ça sert à faire des diapositives en format PDF. Qu'est-ce qu'on avait de différent là-dedans? À part le code Python, ouais, c'est ça, c'est le code Python qui est différent. Ce qui fait qu'on part d'un code QMD qui contient du code Python et tout ça va être compilé, ça va être passé dans Moulinette à Pandoc et LaTeX. Et à la toute fin, on obtient un PDF qui est fait avec Beamer. Beamer utilise Tech pour générer ces pages-là. Et à la base, on a utilisé du Quarto et on obtient le graphique qui est ici, par exemple. Ce graphique-là, si vous regardez, c'est le code Python qui est ici. Ce qui fait que le graphique va être généré à la compilation en exécutant le code Python et le résultat de ce graphique-là va aboutir dans notre PDF final. OK, j'ai encore pris trop de temps. Est-ce qu'il y avait des questions? On n'a pas trop eu la chance de jouer avec les choses, mais je veux dire, c'est vraiment de regarder les exemples et de tester les choses. Si je fais test comme ceci, j'arrive, mon petit accrocheur, j'ai mon test qui est là. On voit que c'est un type de même niveau. Si je sauvegarde, le test a été changé à côté. Si je fais bonjour le monde, je sauvegarde, ça me donne un paragraphe. Si je change de ligne et je laisse une ligne vide, ça va me générer un autre paragraphe. Donc, c'est ça. Et si je veux faire un lien, un Slack, bon, c'est un peu étrange, là, mais le lien vers le canal Quarto, ça va être ceci. Donc, je vous rappelle la syntaxe. C'est crochet, texte à afficher, crochet, et l'adresse, c'est entre parenthèses. Je sauvegarde et ça me donne ceci. Il y a un petit rappel. On observe que le charabia est à côté du lien Slack. C'est parce que dans mon code, les deux lignes sont collées. Si j'insère un saut de ligne vide, là, mon Slack va se retrouver dans un nouveau paragraphe en dessous. OK, il est 16 heures. Je pense que vous avez travaillé fort, simplement à m'écouter et à essayer de suivre les exemples. Est-ce qu'il y avait des questions? Ma collègue Marie dit qu'elle a intégré Quarto dans tous ses sites web. D'ailleurs, son site web, WestDry, il n'y a pas seulement la page Markdown et Quarto qui sont en Quarto, c'est tout le site qui est bâti avec ça.
Bon, ben, je vous remercie de votre présence. Je crois qu'on peut arrêter l'enregistrement, Sarah.